Bonsoir à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le jeudi 14 avril 2022, au sommaire ce soir. À Saint-Pierre-en-Faucigny, le skatepark est bien plus qu'une simple infrastructure sportive. L'équipement qui va bientôt être inauguré a un vrai rôle de vecteur social auprès de la population. Ce jeudi, des enfants ont planté des graines et des essences vouées à finir un jour dans leur assiette. Emmanuel Jaude nous présentera ce cercle vertueux. Et puis direction Megève, où l'équipe de France de hockey sur glace est actuellement en stage. Repêchée dans le groupe mondial suite à l'exclusion de la Russie, les Bleus préparent activement les championnats du monde élite de la discipline prévus fin mai, au mois de mai en Finlande. Un très grand défi les attend. Direction Saint-Pierre-en-Faucigny pour débuter cette édition. Le nouveau skatepark qui s'apprête à être inauguré dans quelques semaines joue parfaitement son rôle de vecteur social en rassemblant toutes les tranches d'âge. Ce jeudi matin, les enfants de la crèche et quelques scolaires ont commencé à s'approprier ce tout nouvel espace en plantant des essences et des saveurs qui pourraient bien finir un jour dans leur assiette. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Si le projet de skatepark de Saint-Pierre-en-Faucigny a initialement été porté par la jeunesse de la commune, le lieu attire déjà de nombreux publics. Une vocation d'ores et déjà remplie pour cette structure qui a nécessité un an de travail afin de s'insérer au mieux au cœur du territoire. On a effectivement ce cheminement qui relie un morceau de la piste cyclable de Saint-Pierre pour rattraper la rue des Cannelles. Et puis à côté de ça, on a mis en place avec les écoles, avec le collège, avec la crèche, l'idée de 3 mandalas dans lesquels on va mettre des essences, des petites plantes et des petits arbustes, des framboisiers, des petites tomates cerises, du thym, du romarin. Et l'idée, c'était aussi de travailler le circuit court avec les écoles. Donc il y a eu différents ateliers, notamment avec les CE2, avec le collège, pour dessiner les mandalas. Et aujourd'hui, on est au jour de la plantation. Un moment fort pour tous ces jeunes qui devraient assez vite pouvoir contempler puis manger les fruits de leur labeur. Un réel outil pédagogique qui va également permettre d'imaginer de nombreuses possibilités d'animation et d'activités sur la commune. C'est un super outil pour aborder pas mal de sujets, aussi bien la sécurité sur un skatepark. Du coup, peut-être les pompiers vont intervenir aussi pour faire de la prévention sur comment, quand on se fait mal dans un skatepark, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais aussi interagir avec les jeunes sur pourquoi planter des choses. Est-ce qu'il faut les entretenir? À quoi ça sert de planter des choses? Parce que des fois, tout simplement, certains ne se rendent pas compte. On en voit certains qui ont grandi dans des potagers et qui savent déjà très bien, et d'autres qui découvrent complètement, étaient persuadés que les fraises poussaient en barquette. Ils le savent maintenant, ils apprennent, ils plantent de partout et ils sont très volontaires. Un outil de choix d'un coût total de 850 000 € qui devrait être inauguré en bonne et due forme au début du mois de juin. On passe à présent à mon invité du soir et on va parler montagne et station avec vous, Laurent Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le délégué général de Domaines skiables de France. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous rappeler les missions et les prérogatives de DSF ? Bien sûr, donc Domaines skiables de France, c'est la chambre professionnelle qui rassemble les entreprises de remontée mécanique et de domaines skiables. La France est un très grand pays du ski, au coude à coude chaque année avec les États-Unis et l'Autriche. En France, il y a un peu plus de 200 entreprises de remontée mécanique, partout en France, bien sûr en Savoie, en Haute-Savoie, mais également dans les Pyrénées, les Alpes du Sud, dans les Vosges. Et ça fait vivre plus de 120 000 personnes en station, si on met bout à bout les moniteurs, les hébergeurs, les restaurateurs et bien sûr les entreprises de remontée mécanique que je représente. La saison d'hiver touche lentement mais sûrement sa fin, touche notamment à sa fin avec notamment le ski de printemps. Les attentes étaient très grandes pour les professionnels de la montagne pour cette saison d'après. Quel premier bilan vous pouvez tirer ce soir ? Ah oui, de très grandes attentes, on peut le dire. Et je crois que pour tous les pratiquants de ski, c'était aussi très attendu, puisqu'on avait été privés tous de ski, nous de travail, vous de plaisir, pendant une année entière. Ça veut dire presque 2 ans sans exploiter. C'est terrible pour les territoires de montagne, la cicatrice que ça a laissé. Et cette saison, tout est reparti, avec beaucoup de neige, beaucoup de soleil aussi, et surtout une énorme envie de ski de la part de tout le monde. Alors c'est vrai qu'au début, on ne savait pas comment les contraintes sanitaires en particulier, il faut se souvenir, allaient être appliquées. On ne savait pas si pour les clientèles étrangères, il allait être possible de venir, si les vaccins allaient être les mêmes. Enfin, c'était vraiment assez compliqué. Et pourtant, aujourd'hui, on est sur une fréquentation des domaines skiables qui est supérieure à ce qu'on connaissait avant la pandémie. Et donc, il y a vraiment eu un engouement pour la rupture, les retrouvailles, le ressourcement qu'on peut avoir quand on vient sur nos magnifiques espaces enneigés l'hiver. Vous attendiez à de tels résultats en termes de fréquentation, notamment ?
Donc je crois que personne ne s'attendait à ce que les choses se déroulent aussi bien. Il faut dire que ça a été très éprouvant pour les équipes, parce qu'avec toutes les contraintes sanitaires qui changeaient en gros toutes les 4 semaines, pour voilà, le fonctionnement, les plannings, il y a eu beaucoup d'absentéisme évidemment, mais comme dans beaucoup d'autres branches en vérité. En revanche, côté clientèle, rien n'a arrêté, ni les Britanniques, malgré quand même 4 semaines de fermeture de frontières. Il faut dire ça aussi, les Britanniques n'ont pas pu venir à Noël et au début du mois de janvier, quand même la première clientèle étrangère. Et pourtant, tout le monde avait tellement envie de skier que tout le monde a fait ce qu'il fallait pour satisfaire ses contraintes, notamment le pass sanitaire puis vaccinal. Est-ce que la clientèle des stations de ski a changé en 2 ans ? Alors oui et non, on a d'abord un socle de clientèle extrêmement solide, on le voit cette saison, mais il y a quand même une vraie nouveauté, ça a été souligné par les magasins de location de ski qui nous disent que cette année, il y avait davantage de débutants. Je parle de débutants adultes qui sont venus découvrir le ski cette année. Peut-être des gens qui étaient venus l'année dernière à l'occasion d'une saison à nul autre pareil, sans remontée mécanique. Je rappelle que l'année dernière, 2 clients sur 3 ont renoncé à leur séjour du seul fait que les remontées mécaniques étaient fermées, alors qu'on pouvait faire du ski de randonnée, des raquettes, du ski nordique aussi qu'on a pu faire l'année dernière. Mais malgré tout, le ski alpin reste le vecteur d'attractivité principal l'hiver des territoires de montagne. Et peut-être que ce sont des clientèles nouvelles apparues l'année dernière qui, cette année, puisque les remontées mécaniques sont à nouveau ouvertes, et la saison n'est pas tout à fait finie, elle se terminera début mai avec les dernières stations qui fermeront en Savoie et en Haute-Savoie, je parle au Grand Mantais aussi en Haute-Savoie, eh bien peut-être c'est ces clientèles-là qui sont venues essayer le ski, on espère que ça leur aura plu et qu'on les retrouvera l'année prochaine. Au plus fort de la crise, beaucoup d'acteurs du monde de la montagne étaient très inquiets, pessimistes pour l'avenir. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que le plus dur est passé ? Alors, on n'est ni inutilement alarmiste ni utopiste. Je veux dire, on est réaliste dans notre gestion à la fois des risques que chaque saison apporte. Cette année, c'était bien sûr la reprise après une année d'arrêt avec des questions de sécurité, on y reviendra peut-être, tant pour nos salariés que pour les pratiquants de ski. Cette saison, c'était les contraintes sanitaires. La saison prochaine se profile déjà de nouveaux défis. Je pense au prix de l'électricité et du carburant qui augmente. C'est plus de 5% de nos budgets et on est en train de faire x2 ou x3 sur ces prix-là. Le prix de l'acier aussi qui va durement impacter la maintenance et les nouveaux appareils de remontée mécanique ou d'engins de damage qu'on achète. Donc, à chaque saison, ces défis, on engrange ici une très belle saison et je crois que tous les passionnés de ski et tous les professionnels du ski sont très heureux d'engranger cette très belle saison. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais la situation en Ukraine va avoir un impact ? Il y a eu ça aussi. Alors, la clientèle russe ou ukrainienne représente vraiment une petite fraction, moins de 20% de la clientèle des domaines ski français. Mais pour certaines stations dont des établissements se sont spécialisés, en particulier dans l'accueil de la clientèle russe, ça peut représenter peut-être jusqu'à 5% de leur fréquentation. Et c'est vrai qu'évidemment, sur la fin de l'hiver, cette clientèle aura manqué. On est évidemment solidaire de ce qui se passe là-bas et on le voit tous, ça nous impacte. J'ai parlé du prix des énergies en particulier. On fait partie des entreprises qui sont électro-intensives, puisqu'on consacre une partie importante de nos budgets à l'achat d'électricité pour les remontées mécaniques, transport électrique, les remontées mécaniques, et de carburant pour les engins de damage. Durant cet hiver, on a également beaucoup entendu parler de difficultés de recrutement. C'est un fait, et pourtant on se rend compte que les opérateurs de domaine skiable ont énormément investi dans les formations pour leurs salariés. Oui. Alors, la première chose que je veux dire, c'est que l'année dernière, quand on a été fermé, on a quand même embauché la totalité de nos travailleurs saisonniers. C'était un vrai pari de le faire, puisqu'on était dans l'inconnu. Il y a eu de l'activité partielle, mais tous les frais n'étaient pas couverts. Et notre engagement en direction de nos salariés, c'était de leur garantir d'avoir un revenu, même si les remontées mécaniques étaient fermées l'hiver précédent. Et c'est pour cette raison qu'à l'automne, on a moins durement que les autres branches été impactés par les difficultés de recrutement. Malgré tout, même chez nous, où il y a ce travail important de fidélisation et de sécurisation des parcours professionnels saisonniers, puisque 80% de nos personnels sont des personnels saisonniers, et on a besoin qu'ils reviennent d'une année sur l'autre, eh bien, il y a beaucoup de travail qui est fait justement pour s'assurer que le turnover n'est pas trop important. On est sur des métiers de sécurité, donc forcément, on ne peut pas se permettre de voir réapparaître chaque année 80% de gens qui n'ont jamais conduit un engin de damage, jamais conduit une remontée mécanique. Donc il y a beaucoup de travail de formation qui est fait en amont. Vous l'avez dit, on a énormément investi pendant cette saison perdue pour qu'elle ne soit pas complètement perdue. On a énormément investi sur la formation. Et puis, bien entendu, la reconduction automatique des contrats saisonniers. Je l'ai dit, on a embauché même si on était fermé.
Et on a travaillé aussi sur la grille des salaires, puisque dès l'entrée de l'hiver, on s'est mis à niveau avec un accord sur les salaires avec les syndicats représentatifs des salariés, je parle de Force ouvrière et la CGT, avec qui on a signé à l'unanimité, des partenaires sociaux, une revalorisation de la grille salariale. Est-ce que, après ces 2 années très très compliquées, est-ce que les objectifs ont évolué au sein de DSF ? Alors, sur l'attractivité des métiers, je pense qu'on ne va pas se reposer sur nos lauriers. C'est vrai qu'on a des métiers qui sont fantastiques et le plus beau bureau du monde, vous avez l'image. Malgré tout, on continue d'y travailler. Je pense par exemple à la création d'un bac pro. Il existe déjà un CAP remontée mécanique, mais on est en train de créer un bac professionnel. Et si on parle un petit peu des sujets évidemment d'environnement, qui sont un des sujets bien sûr pour nos clients, comme pour nous, puisqu'on est très exposé évidemment au changement climatique. On est les premiers à avoir envie que la lutte contre le changement climatique réussisse. Nous, on est là pour gagner, on est là pour qu'en 2050, en 2080, en 2100, tous les emplois qui dépendent du ski, et j'en ai parlé, continuent sur les territoires de montagne d'être là pour tenir cette promesse de l'emploi. Donc des éco-engagements qu'on avait pris juste avant la crise, on les a pris à l'automne 2020. Ces éco-engagements, alors je parle bien d'éco-engagements qui sont acceptés par la totalité des entreprises de remontée mécanique, de la plus petite à la plus grande, et notamment une neutralité carbone que l'on vise pour tous les domaines SCAF français à horizon 2037. 2037, c'est nettement avant les accords de Paris, qui sont pour 2050. C'est vraiment notre engagement dans la lutte contre le changement climatique, parce que nous, on ne peut pas se permettre de perdre ce combat-là. La sécurité sur les pistes, j'imagine que c'est également un de vos autres chevals de bataille. Il y a eu une période assez noire à un moment donné dans l'hiver avec plusieurs accidents mortels qui se sont succédés. Oui, alors dès l'automne, quand on a préparé cet hiver, on s'est dit il y a 2 sujets qui vont être importants. C'est la sécurité sur les pistes parce que personne n'a skié depuis 2 ans et la sécurité de nos salariés parce qu'ils n'ont pas reproduit les gestes dont ils avaient l'habitude eux aussi depuis 2 ans. Et donc dans ces 2 axes, on a travaillé et produit des supports de formation interne pour nos salariés s'agissant de la sécurité du travail et produit aussi une campagne toute nouvelle alors qui venait s'ajouter à tout ce qui était fait bien sûr par nos 3000 pisteurs secouristes chaque année en matière de prévention, balisage, sécurisation, filets, matelas et toutes les actions de prévention que vous retrouvez à la fois sur les sites web, sur les plans des pistes, sur les réseaux sociaux. Et la nouveauté cette année, c'était de s'adresser en particulier aux jeunes au travers d'un compte TikTok qu'on a créé en relais du compte Facebook qui existait déjà, une campagne qui a été conduite conjointement avec l'association des maires de stations de montagne, car c'est eux qui sont responsables de la sécurité sur le périmètre de la commune, le syndicat des moniteurs et également Savoie Mont-Blanc Tourisme qui nous a accompagnés dans cette démarche. Donc il y a eu des actions, on a été effectivement au mois de janvier tous très choqués par des collisions gravissimes. Pour dire la vérité, à la fin de cette saison, on réalise aujourd'hui que l'accidentologie en nombre, mais est-ce qu'on peut seulement parler de chiffres en matière d'accidentologie ? En tout cas, en nombre, elle n'est pas véritablement divergente par rapport aux autres années. Mais c'est vrai que ces collisions gravissimes nous ont interpellés et la filière a lancé plusieurs réflexions en vérité pour alimenter les élus, les parlementaires de la nouvelle mandature. Les conclusions seront rendues en juillet, donc je ne peux pas vous en rendre compte aujourd'hui, mais on travaille sur l'idée éventuelle d'un port du casque qui pourrait devenir obligatoire, bien sûr, et la question de la régulation des comportements dangereux sur les pistes, parce qu'il y a quelques personnes qui font du tort aussi à l'image du ski, sans parler même des dégâts qu'ils peuvent causer pour eux-mêmes et pour les autres, et là-dessus aussi on veut agir. Merci beaucoup Laurent Reynaud pour ce point très très complet. Du sport à présent, en hockey sur glace, l'équipe de France a été réintégrée à l'élite mondiale après la mise au banc de la Russie et de la Biélorussie. Conséquence directe de cette décision, la France disputera dans un mois les championnats du monde élite en Finlande, une première depuis 2019. Et pour s'y préparer au mieux, la sélection tricolore a pris ses quartiers à Megève, où elle affrontera la Suisse ce vendredi en match de préparation. Lucas Ruche s'est rendu sur place, reportage. Aussi inespéré qu'inattendu, l'équipe de France de hockey retrouvera l'élite de son sport en participant en mai prochain au championnat du monde prévu en Finlande. Conséquence directe de la suspension de la Russie, les athlètes tricolores pourront à nouveau se frotter au gratin mondial du hockey sur glace, 3 ans après leur relégation au niveau inférieur. Peu fiers de la façon dont ce retour a été obtenu, les joueurs français mesurent pourtant pleinement l'opportunité que représente cette décision. La circonstance fait que je pense que personne dans l'équipe n'est vraiment satisfait de la façon dont on l'a obtenu, mais après on a eu aussi notre lot de difficultés avec le Covid, de ne pas pouvoir jouer les championnats du monde D1 sur 2 années de suite. Et on prend l'opportunité à bras ouverts et on est décidé à faire le maximum pour en profiter. Le
Le staff des Bleus a lui aussi dû s'adapter à cette promotion soudaine. Couteau entre les dents, ils assurent qu'ils iront chercher match après match de bonnes performances. L'objectif principal étant d'assurer le maintien en élite. Je suis sûr que tout le monde est hyper motivé pour croquer dans la pomme à fond là. Donc voilà, je pense, on sait les conditions, mais il ne faut pas être hypocrite. On est très content de retrouver l'élite et les gars sont super motivés. On a senti un petit enthousiasme quand même en plus à l'annonce de retrouver l'élite. Donc voilà, il faut profiter de chaque instant et de faire le maximum sur les matchs en élite pour se maintenir. Pour espérer rivaliser face aux meilleures nations dès le mois prochain, l'équipe de France devra d'abord réussir sa préparation. Et cela commence ce vendredi 15 avril dès 20h à la patinoire de Megève pour un match face aux voisins suisses. De la musique pour aller jusqu'à la fin de ce journal. Je suis en liaison vidéo avec Émilie Couturier. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là avec nous ce soir. Vous êtes la directrice artistique de l'association Terre Musicale qui organise le 6e marathon du piano d'Évian qui débute ce vendredi. Parlez-nous déjà de cet événement. Comment est-ce qu'il est né? Quel en est son ADN? Alors, le marathon du piano d'Évian est né par la volonté de tous les pianistes d'Évian. On est très très nombreux à Évian à pratiquer professionnellement le piano, et bien de se rassembler et de créer un festival pour tous les pianistes, tous les amoureux du piano, les amateurs, les professionnels, et de réunir toutes les esthétiques musicales, donc du classique au jazz, aux musiques du monde. Cette année, vous avez choisi comme thème le piano dans le monde. Tout un programme, dites-moi. Exactement, on souhaitait pour ce retour, on a eu 2 années d'annulation à cause de la crise sanitaire. Et cette année, pour notre retour, on souhaitait un thème ouvert vers le monde. Et on a proposé ce thème, le piano dans le monde. Alors, on va avoir des grands temps forts et on a sauté sur l'occasion, notamment pour inviter des instrumentistes de musique traditionnelle. Et on a, en première soirée, en soirée d'ouverture, 3 instrumentistes venus de 3 continents, donc du koto japonais, du cembalum et du balafon africain. Ensuite, il y a plein d'autres concerts pendant tout le festival, réalisés par des amateurs, des grands amateurs, des pianistes professionnels qui ont choisi des thèmes par rapport aux thèmes donnés. Donc, on va partir en Italie, en Europe de l'Est, on va partir aussi en Amérique latine, sur le continent asiatique, et un concert autour des musiques du Moyen-Orient. Et au centre du festival, il y a un projet qui nous tient très très à cœur. C'est ce concert qui aura lieu donc le samedi soir à la Grange au Lac autour de l'œuvre de Beethoven, la Fantaisie pour corps, piano et orchestre, que Beethoven a écrite pour parler de la fraternité universelle transmise par les arts. Et donc, on a, pour réaliser cette fantaisie pour corps, piano et orchestre, on a réuni 140 musiciens d'univers différents. Donc, il y a l'orchestre des Pays de Savoie, dirigé par Peter Yeldebourg. Il y a le pianiste légendaire François-René Duchâble, qui est un grand habitué du festival. Il y a les chœurs amateurs de la région d'Évian et 6 solistes étudiants de la Haute École de musique de Lausanne. Donc, 140 personnes sur scène. Et en première partie, on va réaliser un carnaval des animaux tout à fait original, avec la récitation du comédien très éloquent Alain Carré. Eh bien voilà, vous avez tout dit, Émilie Couturier. On rappelle les grandes dates donc, de ce festival qui commence donc ce vendredi jusqu'à dimanche, c'est bien ça? Exactement, jusqu'à dimanche. Il reste encore des places, j'imagine? Il reste encore des places et les salles sont grandes, donc oui, il reste encore des places. Mais je voudrais aussi dire qu'il y a le marathon des amateurs de piano. Chaque année, on essaye de réunir les amateurs de piano qui souhaitent réaliser un petit programme musical. Et cette année encore, il y a plus de 60 inscriptions au marathon des amateurs de piano, pour dire qu'il y a beaucoup d'amoureux de piano à Évian. Voilà, le message est passé pour les amateurs de piano, direction Évian. Merci beaucoup, Émilie Couturier. Bon festival. Merci.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paune. Juste après, la suite et la fin de Panorama, avec un focus cette semaine sur le thermalisme en Pays de Savoie. C'est inédit et c'est présenté par Marine Schneider qui reçoit pour ce 4e et dernier épisode Nathalie Negro, la responsable nutritionniste des thermes de Bride-les-Bains, pour évoquer la cure de Covid long. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. On se retrouve vendredi pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.